Salut. Je suis ravi de vous présenter ceci car c'est une première sur la chaîne. La marque française Shuriken m'a récemment contacté afin de devenir un de leurs ambassadeurs. Au cours de notre entretien, j'ai été agréablement surpris de constater à quel point on partageait les mêmes valeurs. Shuriken propose donc une gamme de vêtements streetwear, sportwear qui adopte une esthétique japonaise, le tout en coton bio élaboré et imprimé en France. Donc des vêtements écolos qui respectent les travailleurs et qui sont stylés. C'est bien d'en parler, mais c'est mieux de le montrer, donc il m'a envoyé des box à unboxer. C'est parti. Première boîte, je galère. Oh, la petite casquette. Deux petites casquettes, voilà, on va les enfiler tout de suite, vous en faites pas. Deux t-shirts, un noir, un bleu. Eh merde, ça a l'air gros. Ah, voilà. Petit sweat bleu clair, plutôt stylé. Et deuxième petit sweat rose clair, lequel je vais pouvoir mettre pour la vidéo. Ouais, je pense que je vais mettre le... Ben parfait. Donc bien sûr, tous ceux qui sont intéressés par cette marque, qui voudraient s'acheter ces vêtements, n'hésitez pas, le lien est en description. Et bien sûr, vous avez le petit code promo RYUDA10, donc pour avoir une réduction sur les différents vêtements proposés sur le site. Donc n'hésitez pas, RYUDA10 si vous voulez vous acheter des vêtements chez Shuriken. D'ailleurs, le partenariat s'arrête pas là, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un petit moment, j'ai lancé un concours de dessin et que du coup, Shuriken a proposé que pour les prochains concours, les vainqueurs des différents concours pourront recevoir une casquette. Donc il y a 3 casquettes en jeu, donc je pense qu'on va faire 3 concours avec à chaque gagnant de chaque concours, pendant les 3 prochains concours, une casquette de remporter. Donc bénéf. En tout cas, merci à Shuriken de me faire confiance pour ce partenariat, je suis hyper content et je suis vraiment content de faire ça avec eux. Donc enfin c'est vraiment sincère, donc voilà, je suis content. N'hésitez donc pas à aller faire un petit tour sur leur site et donc à utiliser le code promo RYUDA10, ce serait con de s'acheter des trucs sans réduction, donc autant en profiter. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste préciser 2 choses. Il y a pas longtemps, j'ai fait un live avec Jefonce, ça s'est super bien passé, et du coup voilà, pour ceux qui étaient présents, j'espère que vous aussi ça a été cool, parce que vraiment confronter en live nos différentes idées sur, c'était sur le dernier chapitre, là que je m'apprête à résumer, et franchement c'était trop cool, donc j'espère que j'aurai d'autres occasions de faire des trucs aussi sympas que ça, et donc voilà, je voulais remercier Jefonce pour m'avoir invité à cette vidéo, surtout qu'il y avait Dylan Katé que je connaissais déjà. Tout ça pour dire que j'ai passé un super moment. Ensuite, deuxième point sur lequel je voulais venir, vous n'êtes pas sans savoir que tous les 20 du mois à peu près sort les différents chapitres de Boruto, et ce mois-ci c'est le 18 mars. Donc comme à chaque sortie de chapitre, je vous redonne rendez-vous sur Discord et Twitch, tous les liens sont en description, afin que je vous traduise en live et qu'on discute un peu du prochain chapitre qui va sortir. Donc je veux que tout le monde marque dans son agenda, vendredi 18 mars, c'est live sur le nouveau chapitre de Boruto avec Ryuda. Et en attendant le prochain chapitre, je vous propose déjà de résumer le précédent. Allez, c'est parti. Boruto est mort, allongé sur le dos, avec un trou béant dans la poitrine, alors que son kama disparaît petit à petit. Son père n'en croit pas ses yeux, fonce le voir et tente de le réanimer vainement, pendant que Kawaki observe la scène, silencieusement. Et Ida demande à Code ce qu'il va faire maintenant que son sacrifice est mort, ce à quoi il répond qu'il faut passer à autre chose, ils ne peuvent rien y faire. Ils ne pouvaient pas prévoir non seulement que Kawaki obtienne à nouveau le kama, mais surtout qu'il en vienne jusqu'à éliminer Boruto. Et Ida le met alors en garde. N'ose en aucun cas, même simplement imaginer te servir de Kawaki comme sacrifice. Je ne le tolérerai pas. Il rétorque qu'il est trop tôt pour donner une réponse. Il est préférable qu'il rentre pour qu'ils en discutent. Code génère des marques à côté de lui et dit à Kawaki avant de partir qu'avoir acquis ce pouvoir ne change rien. Il sera toute sa vie l'esclave de quelqu'un ou quelque chose. C'est son destin. À ces mots, Code pousse Shikamaru et saute sur une de ses marques. Sauf que Kawaki utilise son Darmagan pour les rapetisser, et du coup, Code tombe juste bêtement par terre sans parvenir à se téléporter. Code recrée des marques, mais elles sont à nouveau instantanément rapetissées. Kawaki s'approche de lui. Tu n'es pas en position de parler de destin, Code. Je suis prêt à tuer quiconque menace le 7ème, même mon frère. Donc comment peux-tu croire que je te laisserai t'échapper? Kawaki fait apparaître des pieux que Code esquive. Celui-ci rétorque avec un coup de griffe que Kawaki part, lui envoie un punch dans la gueule et l'enchaîne avec un coup de pied qui le projette quelques mètres plus loin. Code n'arrive pas à croire qu'il se fasse surpasser à ce point. Pendant ce temps, Shikamaru accourt vers Naruto qui tient toujours le corps de son fils. Il essaie de le remotiver mais note que le Hokage a carrément désactivé son mode ermite. Naruto ne se préoccupe vraiment plus du combat qui a lieu juste à côté. Il croit être en plein cauchemar.
Shikamaru tente de le convaincre d'arrêter Code tant que Kawaki a pris le dessus, mais Naruto reste inactif. Son bras droit lève la voix. Il est le Hokage, il doit garder son sang-froid. En plus, c'était la décision de Boruto pour les protéger. Mais Naruto reste déprimé. Kawaki parvient à toucher Code dans l'épaule avec ses pieux, ce qui l'immobilise au sol. Il s'approche et tend sa main pour charger une attaque. Cette personne qui veut me rencontrer. Je ne connais pas ses motivations, mais elle a quelque chose contre le 7ème. Aucune merci pour elle non plus. Mais je commence par toi. Code plonge sa main dans la marque sur son front pour en sortir quelque chose au moment où l'explosion a lieu. Une énorme onde de choc se produit, décidément la forêt a morflé ce soir. Mais celui qui s'est pris l'attaque n'est autre que Kawaki lui-même. Ce qu'avait sorti Code de sa marque s'avère être Daemon. Le gamin est prêt à en découdre, mais Code lui explique qu'il l'a simplement ramené pour utiliser son pouvoir de réflexion et il le renvoie au QG. Et Ida le prévient qu'il a intérêt à ce que Kawaki aille bien. Dans le cas contraire, il le regrettera. Code utilise ses marques pour prendre son pouls à distance, il est vivant. Elle répond qu'il a de la chance, car si sa réponse n'avait pas été la même, elle aurait renvoyé Daemon pour se débarrasser de lui. Kawaki est trop fort, il le laisse donc vivant pour Eida, mais il doit se débarrasser des limiteurs de Hamado et se téléporte. Shikamaru profite du calme pour discuter avec Naruto de ce qu'ils vont faire de Kawaki. Naruto se montre assez compréhensif en disant qu'il n'avait pas le choix, mais ce qui inquiète Shikamaru, c'est que les actions de Kawaki sont certes bénéfiques pour le moment, mais qui sait quoi d'autre est-il prêt à faire pour atteindre ses objectifs? Ça risque de ne pas toujours être dans leur avantage. Kawaki a déjà une certaine réputation au village, cette situation risque d'envenimer la vie des gens. Mais Naruto se considère comme sa famille, et il est dans sa responsabilité de soutenir son fils dans les moments difficiles. Shikamaru doute de la sincérité de ses paroles. Aime-t-il autant qu'il prétend la personne qui a tué son garçon? Naruto pète un câble et lui crie de se taire. Un silence règne, mais la main de Boruto attrape le col de son père. Qui a été tué? Demande-t-il. Tout le monde a du mal à croire ce qui vient de se passer, mais Naruto finit par le serrer de toutes ses forces dans ses bras. Le trou qu'il avait dans le torse s'est totalement rebouché et arbore désormais un symbole noir. À ce moment-là, le temps s'arrête et Momoshiki réapparaît. Boruto en profite pour lui demander ce qui s'est passé. Momoshiki explique que si son réceptacle mourait, il serait mort avec lui. Étant donné que son cœur et ses poumons étaient touchés, ils seraient tous deux morts s'ils n'étaient pas intervenus. Son Kama a pour but premier de réécrire les données de Momoshiki sur celles de Boruto. Et ça aurait été seulement une fois que les 18% de ces données auraient été extraites que l'Otsutsuki aurait ressuscité. Mais le transfert et donc la résurrection n'auraient plus lieu si Boruto venait à mourir. Momoshiki a donc utilisé les 18% restants de ces données pour permettre de reconstituer les membres perdus de Boruto. En d'autres termes, il a utilisé les données qui étaient censées reconstruire ses organes Otsutsuki pour reconstruire ceux de Boruto. Momoshiki n'a donc pas pu finir son dégel et il lui est désormais impossible de ressusciter à travers Boruto. Mais cela a d'autres conséquences. Étant donné que 100% des données du Kama ont été dégelées, cela fait donc de Boruto un Otsutsuki complet. Il est donc un sacrifice optimal pour Code, et celui-ci ne saurait pas tarder à s'en rendre compte. Par ailleurs, Boruto repense à la phrase que lui avait dit à l'époque Momoshiki. « Un jour, tes yeux bleus te déposséderont de tout. » Étant donné qu'il est mort, est-ce que c'est à cet événement que Momo faisait référence? Celui-ci se met à rire. Ça n'a rien à voir, mais ça ne saurait tarder. Ce sera un véritable spectacle. En parallèle, Eida demande à Code comment compte-t-il s'y prendre pour attraper Hamado qui est en sécurité au centre du village. Celui-ci répond « Ne t'en fais pas, j'ai déjà pris mes précautions », alors que nous voyons Shikamaru de dos, un peu à l'écart des autres. Comme d'habitude, un chapitre très cool. Si vous étiez là pendant la lecture ou le live avec Je Fonce, j'avais dit que le chapitre m'avait vraiment plu, et ce, même s'ils ont fait quelque chose qui, normalement, m'aurait repoussé, sauf qu'ils l'ont bien fait. Vous en faites pas, on y reviendra. Commençons par le mode ermite de Naruto qui est totalement inutile. Quand Kawaki a fait apparaître les cubes brouilleurs de chakra, j'ai cru qu'il allait reproduire le même scénario qu'avec Ishiki, avec un Naruto qui n'arrive même plus à savoir où est son fils. Mais non, ça n'a pas eu de conséquences sur le mode ermite, parce que si Naruto l'avait pas activé à la base, bah ça aurait été pareil. Dommage d'avoir fait tant de teasing pour rien. Ensuite, Code, comme d'habitude, se fait bien victimiser. Quelques minutes avant, c'était Kawaki qui se faisait maltraiter, on peut dire qu'il lui a renvoyé la monnaie de sa pièce. Saupoudré d'un peu d'humiliation quand Code s'est jeté par terre sans pouvoir se téléporter, c'était bien ridicule. Mais maintenant qu'il compte se faire retirer ses limiteurs, je pense que la balance pourrait bien se renverser. Même si quelque part, elle s'est déjà renversée puisque en utilisant Daemon, il est parvenu à mettre Kawaki KO. C'était d'ailleurs justement l'occasion rêvée pour le donner à Jubi, mais il a préféré partir sous prétexte qu'il n'était pas assez fort pour le neutraliser.
Mais mec, il était déjà neutralisé au moment où t'as dit ça. Grosse incohérence. En parlant de Daemon, maintenant, plus aucun doute, nos protagonistes sont au courant que Code a des alliés. Une qui a des pouvoirs de voyant, donc Sumire, Boruto Kawaki et Shikamaru l'ont déduit, et un autre capable de renvoyer les attaques. Puisque Daemon s'est directement rendu sur le champ de bataille, je pense qu'il y a assez d'éléments pour que Shikamaru puisse enfin nous concocter un plan plutôt que ne servir à rien depuis le début de Boruto, voire être carrément un obstacle comme quand il a servi d'otage. Mais il y a plus de chances que Shikamaru foute encore plus la kata malgré lui puisqu'il est clairement sous-entendu par la fin du chapitre que Code lui a posé une marque dessus afin de se téléporter au sein du village quand ils seront rentrés à Konoha. Mais revenons sur le cœur de ce chapitre, la mort de Boruto. J'ai dit que s'il était ressuscité dès ce chapitre, ce serait un peu du putaclic. Et dans ce chapitre, vous l'aurez peut-être remarqué, mais Boruto est revenu à la vie. Cependant, ça va, parce qu'il y a de grosses conséquences à cette résurrection. Momoshiki ne pourra plus revenir à la vie via Boruto, et celui-ci est désormais un Otsutsuki à 100%. Et ces conséquences sont suffisantes, je trouve, pour me faire accepter un retour aussi rapide de Boruto. Par contre, je me demande, il fallait pile 18%? Est-ce qu'il aurait pu ne pas utiliser la totalité des 18% si Boruto était moins blessé? Ou au contraire, si Boruto n'avait plus que 17% de dégel, ce 1% en moins l'aurait-il empêché de sauver Boruto? Bref, le truc que je trouve bizarre par rapport à ce retournement de situation, c'est que ça a consommé pile les 18% restants, et que ça a régénéré pile ce qu'il fallait d'organes. Sans compter le fait qu'il n'y avait aucun foreshadowing permettant d'amorcer cette aptitude du Kama, mais bon, ça non plus à la limite, ça ne m'a pas trop dérangé parce que l'explication fait sens. Sinon, d'autres trucs qu'on peut noter par rapport à ce retour de Boruto, déjà, il semble que désormais, il gardera à vie cette marque sur le torse. Un peu étrange que ça lui fasse une marque noire, puisque Momoshiki est censé simplement utiliser ces données pour réécrire les organes de Boruto. Donc il devrait être de la même couleur que celle de Boruto, ou à la limite, la même couleur que la peau de Momoshiki. Mais bon, après, ce noir n'est qu'un détail, c'est simplement qu'il la gardera à vie. Ensuite, même si Momoshiki ne peut plus ressusciter à travers Boruto, je pense qu'il pourra toujours se manifester en Borushiki, c'est-à-dire reprendre le contrôle. Ce serait intéressant parce que Kawaki voudrait tout de même éliminer son frère puisqu'il reste une menace, mais cette fois, Naruto ne chercherait pas à justifier son comportement et se mettrait en travers de son chemin, car la menace Momoshiki est plus ou moins anéantie. Même s'il reste un moyen pour Momoshiki de revenir parmi les vivants, mais j'en parlerai dans la partie post-68. Déjà qu'on a vu que Shikamaru avait un peu poussé à bout Naruto laissant paraître un soupçon de rancœur qu'il avait pour Kawaki, donc si celui-ci tente d'éliminer son frère à nouveau, Naruto risque d'appliquer des mesures vraiment sévères cette fois. Enfin, maintenant que Boruto est à 100% Otsutsuki, il est un sacrifice parfait pour Jubi et Kon ne saurait tarder à le savoir. En fait, je pense que Eida le sait déjà. Si ma théorie sur le fonctionnement de ces Senrigan est juste, je vous invite à cliquer en haut à droite et à revenir ici, car elle dure vraiment que 5 minutes. En plus du fait que certains procédés de mise en scène laissaient entendre qu'elle pouvait observer les interactions entre Boruto et Momoshiki, elle devrait avoir vu et entendu Momoshiki expliquer à notre protagoniste qu'il est à 100%. Si elle veut que Kawaki soit épargné, elle préviendra Code dès que possible que Boruto est un Otsutsuki complet. Ainsi, Code devrait intervenir au plus vite, sûrement juste après avoir retiré ses limiteurs, ce qui devrait arriver très prochainement. Mais autant passer aux prédictions pour le chapitre 68. Selon moi, le prochain chapitre sera assez calme au début. Nos protagonistes se remettraient petit à petit de ce qui vient de se passer, et probablement que Kawaki se réveillera pour constater que son frère a survécu. Je suis curieux de voir sa réaction, s'il sera plutôt heureux ou au contraire suspicieux. Sûrement que Shikamaru commencera à coller les indices sur les alliés de Code, enfin j'espère, il serait temps qu'ils servent à quelque chose encore une fois. Nos héros devraient rentrer au village avec les Uzumaki qui retrouvent Hinata et Imawari, elles seront rassurées que tout le monde aille bien. D'ailleurs, étant donné que Boruto est sain et sauf, à voir si la tentative de meurtre de Kawaki restera un secret ou non. De son côté, Shikamaru devrait rentrer au QG de Konoha pour faire un rapport à Sai. Cependant, étant donné que Sai surveille Amado, Shikamaru sera donc très proche de lui et Code profitera de cette occasion pour sortir du corps de Shikamaru. J'espère qu'il n'avait pas caché sa marque dans un endroit trop inconfortable. Code kidnappera Amado et devrait se barrer aussi vite pour l'obliger à retirer ses limiteurs. Le chapitre se finirait donc sur ce cliffhanger. Amado l'a dit lui-même, s'il venait à être capturé, il ne résisterait pas longtemps avant de retirer ses limiteurs de puissance à Code. Et justement, une fois qu'ils seront retirés, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que Code va simplement être plus fort, plus rapide, plus agile? Ou ces limiteurs lui empêchaient-ils d'utiliser des pouvoirs secrets qu'il débloquerait une fois Amado capturé? Et dans ce cas-là, faites-moi part de vos idées quant aux potentiels nouveaux pouvoirs de Code. Mais que ce soit l'un ou l'autre, à partir du moment où ces limiteurs seront retirés, je pense qu'il ne sera plus la victime qu'on connaissait jusqu'à présent, et qu'il risque de devenir un véritable monstre de puissance.
Comme je l'ai dit, Eida est sûrement déjà au courant que Boruto est à 100% Otsutsuki et le dira dès que possible à son chevalier. A partir de là, il retourne directement à Konoha chercher Boruto. Cette fois, il sera bien plus puissant et le capturera sans la moindre difficulté. Mais juste avant de se faire dévorer par le Jubi, j'imagine bien Moshiki reprendre le contrôle et lui poser un Kama. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur Moshiki, tout semble indiquer qu'il deviendra une menace de plus en plus importante, donc ce serait bizarre qu'il ne ressuscite jamais. Ainsi, s'il pose un Kama sur Code, qui, je le rappelle, est le seul candidat jusqu'à présent qui est un réceptacle compatible avec le Kama, non seulement Code ne pourrait pas tuer Boruto, car ça le condamnerait lui-même, mais en plus, qu'il tue Boruto ou non, ça permettrait la résurrection de notre Otsutsuki préféré. Et justement, si Code ne peut pas tuer Boruto, il cherchera à sacrifier Kawaki. Certes, Eida lui a interdit de le toucher, mais c'était parce que Boruto était mort. Maintenant qu'il est vivant, Eida pourra tenter sa chance avec ce prince-là, alors que Code tentera de sacrifier le deuxième. Surtout que Kawaki veut tuer Eida, donc quelque part, elle a plus de chance avec Boruto. J'avais déjà fait une théorie là-dessus, mais en gros, si Kawaki est prêt à tout pour sauver le 7ème, Code n'a qu'à le capturer et ordonner à Kawaki de se rendre en échange de la liberté de Naruto. Et là, on aurait notre ellipse. J'ai encore beaucoup de théories, mais je dois avouer que j'ai de plus en plus de mal à faire des vidéos. Ça prend du temps et de l'énergie. C'est pourquoi je pense que je vais changer le format des previews. Plutôt que vous sortir une seule vidéo de 20 minutes par mois qui combine résumé, analyse et théorie, je vais plutôt faire plusieurs vidéos un peu plus courtes qui répartissent les tâches. Donc à partir de maintenant, il y aura au minimum une vidéo résumée du chapitre et une autre vidéo séparée qui, elle, traitera des théories. Au moins, vous attendrez moins longtemps entre deux vidéos et ça me laissera surtout plus de temps pour faire chaque partie. Dites-moi en commentaire si ça vous va, je vous invite donc à vous abonner, liker et rejoindre les différents comptes en description, Discord, Twitch et Instagram. D'ici là, observez, déduisez, partagez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.